Bonjour et bienvenue, Madame, Monsieur, sur Chancela Tchala News, votre média d'information avec les présidents de l'Azado, Maître Jean-Claude Katende. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Madame. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est avec vous qu'on va essayer de décrypter quelques sujets d'actualité qui font la une des médias dans notre pays, la RDC. On va commencer avec les propos de la Synco. Nous avons suivi avec attention votre prise de position sur les réseaux sociaux. On va essayer de revenir dessus et on partira du côté du bureau définitif du Sénat avec Madame Carole Aguito. Est-ce qu'il faudrait continuer à croire au changement si les mêmes figures reviennent? Vous êtes parmi ceux qui ont toujours protesté la Kabylie et ceux qui veulent le réel changement. On va en parler, les débuts du procès, du présumé détournement à l'EPST. Est-ce qu'il faudrait tenir à responsable direct les ministres des tutelles, les ministres Bakonga? Vous allez, vous, en tant qu'homme des droits, nous expliquer comment ça va se passer, surtout à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre après autant de révélations de l'inspection générale des finances, après beaucoup et multiples enquêtes. Et puis on va chuter avec la composition du gouvernement Moïse Katumbi, qui a rencontré les chefs de l'État hier à Kinshasa, Madame, Messieurs, pour les dernières finitions concernant la formation du gouvernement. Maître Jean-Claude Katende, vous avez pris position officiellement, je ne sais pas, au nom de la ZADO, sur les réseaux sociaux, disant que vous soutenez les déclarations de la Synco. Pourquoi? Effectivement, nous soutenons le message que la Synco a délivré au peuple congolais concernant plusieurs sujets, tant économiques, politiques et sociaux. Et particulièrement en ce qui concerne les élections, nous pensons que la Synco n'a fait que rappeler les dispositions constitutionnelles qui veulent qu'en 2023, qu'on puisse avoir les élections. Et nous, parce que nous avons toujours milité pour le respect de la Constitution, pas seulement nous en tant qu'organisation de droits de l'homme, mais aussi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, particulièrement le président de la République, nous avions milité ensemble pour que la Constitution soit respectée. Et dans la situation actuelle, le rappel de la Synco ne pouvait faire du mal à personne. Ne pouvait faire du mal à personne. Je crois que si ça faisait du mal à autant de personnes, c'est parce que ce n'était pas opportun au regard de la situation des vies sociales du peuple congolais. Vous savez, vous vivez à Kinshasa, pratiquement, il n'y a pas de l'eau ici, il n'y a pas de l'électricité. N'en parlons pas pour les jeunes en ce qui concerne les chômages. Est-ce que c'est prioritaire l'organisation des élections? Il faut comprendre qu'en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Tout est prioritaire, mais il y a des choses qui nécessitent une préparation. C'est notamment les élections. Et le souhait de tout le monde est qu'on sente qu'on est en train de préparer les élections. Notamment qu'on inscrive dans les budgets de l'État des rubriques relatives aux élections, ce qui n'est pas encore le cas. Et nous souhaitons aussi que les réformes électorales puissent commencer à se mettre en place et nous espérons que à la session qui va commencer dans quelques jours, cette question des réformes électorales sera inscrite à l'agenda de l'Assemblée nationale. Maintenant, quand vous parlez du chômage, vous parlez du social, je pense que toutes ces questions, elles sont aussi prioritaires. Et vous savez que la Synco a abordé l'ensemble de la situation globalement. Ce qui est étonnant, c'est que quand la Synco parle de la vie sociale du peuple congolais, nous n'avons entendu aucune réaction. La réaction s'est située seulement sur la question des élections. Or, c'est une question inscrite dans la Constitution, comme je le disais précédemment, et donc tout le monde peut rappeler cette question. Moi-même, j'ai toujours eu de temps en temps des tweets que j'ai faits pour rappeler qu'en 2023, il faut que les élections aient lieu. Ces élections ne peuvent être retardées ni par le recensement, ni par aucune autre raison, même pas le Covid-19, parce que nous avons beaucoup de pays en Afrique qui organisent les élections au courant de cette année, malgré le Covid. Donc, il ne faut pas que les gens trouvent des raisons pour retarder les élections. Il faut que
les mauvaises pratiques que nous avons connues sous Kabila, notamment le glissement du calendrier électoral, puissent prendre fin et que nous puissions nous tourner vers d'autres questions qui sont en fait prioritaires, notamment celles que vous avez mentionnées, les sociales des Congolais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. C'est quand même des questions importantes aussi. Maître Jean-Claude Katende, vous allez m'excuser pour votre nom. La CENCO a abordé différents sujets en globalité, comme vous venez de parler là, mais quand même vous êtes au courant que dans des écoles conventionnées catholiques, les élèves continuent à payer les frais scolaires malgré la gratuité de l'enseignement. Nous sommes au courant que les écoles catholiques continuent à faire payer les frais scolaires. Mais il n'y a pas que les écoles conventionnées catholiques, mais il y a aussi les écoles conventionnées protestantes, où ces frais sont toujours en train d'être payés. Donc il revient, parce que les parents ont intérêt à ce que leurs enfants puissent étudier, il revient au gouvernement de prendre des mesures. Comme nous l'avons dit, ces écoles appartiennent à l'État congolais, ni aux catholiques, ni aux protestants, ni aux musulmans. Seulement l'État a estimé par des conventions avec toutes ces confessions religieuses qu'elle pouvait gérer ces écoles au nom de l'État. Et si l'État estime qu'elle a mis la politique de gratuité de l'enseignement en place et que cette politique n'est pas respectée par ses partenaires, il revient à l'État de prendre des mesures. Évidemment, ces mesures peuvent aller soit à la rupture, n'est-ce pas, de la convention entre l'État et les catholiques, entre les musulmans et les catholiques, et entre les protestants et les catholiques. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Mais nous souhaitons, comme nous l'avons déjà dit à d'autres occasions, que les partenaires se mettent autour de la table pour voir comment appliquer cette politique de gratuité de l'enseignement progressivement. Parce que il faut dire que l'infrastructure n'a pas été préparée pour ça. Aussi, les frais de fonctionnement ne viennent pas. Les enseignants ne sont pas pris totalement en charge par l'État. Donc c'est autant de problèmes qui se posent, mais nous pensons qu'il faut que les gens se mettent autour d'une table et puissent en discuter. Parce qu'on ne peut pas quand même s'imaginer qu'on prétende défendre à l'intérêt social du peuple congolais et qu'on soit comme un bâton dans la roue en train d'empêcher la gratuité d'enseignement, en train de continuer à faire souffrir les parents, sans oublier que les écoles catholiques sont parmi les plus chères de notre pays. Oui, mais je ne pense pas que l'intention de catholiques est de rendre la vie difficile aux parents. Ce qu'ils ont dit, s'il y a la gratuité de l'enseignement, il faut que l'État prenne en charge totalement les enseignants. Et ça, c'est important. Nous avons déjà dit à d'autres occasions qu'il faut qu'on réduise les trains de vie des fonctionnements des institutions. Voyez-vous, la présidence de la République, le gouvernement, les assemblées au niveau national comme au niveau des provinces, ce sont ces institutions qui prennent beaucoup d'argent. Donc, il est possible de réduire les trains de vie des institutions pour affecter une partie de l'argent à l'éducation nationale. Nous n'allons pas continuer éternellement à dépendre des institutions financières internationales au moment où nous savons qu'il y a de l'argent dans ce pays, l'argent qui est détourné par des personnalités comme celles qui ont été condamnées et qui ont été libérées dans les conditions que nous avons décriées, parce qu'on ne peut pas dire dans une ordonnance que les détourneurs ne peuvent pas bénéficier de mesures de grâce présidentielle et après voir quelques détourneurs être libérés comme on l'a vu. Donc on est en train de défendre une chose et son contraire. Donc il est possible aujourd'hui qu'une partie de l'argent destiné au fonctionnement des institutions soit orienté vers les enseignants pour améliorer leurs conditions de vie. En ce moment-là, si les enseignants sont pris en charge totalement par le gouvernement, il n'y a aucun parent qui donnerait encore un rond à l'Église catholique. De la CENCO à l'EPST, les procès débutent aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Les présumés
détournement. Vous êtes praticien du droit et de la loi. Maître Jean-Claude Katende, les révélations faites par l'inspection générale des finances s'agissant de au moins 19 000 écoles fictives qui existaient et qui sont payées par l'État congolais, est-ce que ces procès est une nouvelle occasion pour la justice congolaise de démontrer des quoi elle est capable? Je pense qu'ici, il faut d'abord féliciter le travail qui a été fait par l'inspection générale des finances. Nous savons depuis des années que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire est un fourre-tout. En fait, c'est une des institutions où il y a des détournements de l'argent destiné aux enseignants, destiné aux écoles qui existent effectivement. Mais aujourd'hui, nous avons au moins un rapport officiel qui établit qu'une partie de l'argent destiné à l'enseignement a été détournée par les personnes qui sont mises en cause aujourd'hui. Est-ce que c'est l'ensemble des personnes qui peuvent être considérées comme des commanditaires? Parce que ceux qu'on a mis aujourd'hui en prison, nous estimons que ce sont des exécutants. Mais il faut que le procès permette non seulement de mettre la main sur les exécutants, mais aussi sur tous ceux qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de cet argent qui était destiné à payer les enseignants, les fonctionnements des écoles qui n'existent même pas. Donc la justice congolaise, comme vous l'avez dit, elle a encore là l'opportunité non seulement de se faire respecter, mais aussi l'opportunité de contribuer à l'assainissement et à la moralisation de la fonction publique. Est-ce qu'avec ce que nous expérimentons, nous vivons au quotidien dans notre pays, son Excellence, Monsieur le Ministre, son Excellence honorable, est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que si le ministre Bakonga était impliqué directement dans cette affaire, il serait lui aussi interpellé et peut-être jugé? Je pense que ce n'est pas le Premier ministre à être ou à se faire interpeller. Vous savez qu'il y a des ministres en prison en ce moment où nous parlons avec vous. Donc ça ne va pas être une surprise. Si l'inspection générale des finances ne l'a pas mise en cause, nous espérons qu'il n'a pas trempé dans les détournements des fonds. Mais comme il est prévu qu'il sera entendu à titre de renseignant, nous allons suivre ces déclarations pour comprendre s'il est d'une manière ou d'une autre impliqué dans cette affaire ou pas. Et je pense aussi que c'est l'occasion qui sera donnée aux personnes qui sont aujourd'hui impliquées dans cette affaire de nous dire si à elles deux, elles ont pu prendre tout cet argent ou l'argent est allé aussi vers d'autres personnes et naturellement vers le ministre. Je crois que c'est le moment de dire la vérité et c'est le moment qu'on puisse mettre la main sur en fait des personnes qui mettent en péril l'avenir du Congo. Parce qu'on ne peut pas concevoir l'avenir d'un pays avec une jeunesse qui n'est pas éduquée, qui n'est pas formée. La formation est au centre de l'avenir d'un pays. Et nous rendons seulement compte que ces personnes qui ont détourné cet argent sacrifient nos enfants et exposent l'avenir du Congo à un danger permanent. Maître Jean-Claude Katende, depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir, nous expérimentons au jour le jour des procès qui se déroulent. Il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont condamnés. Pourquoi on n'a jamais vu quelqu'un restituer ce qu'il a pu voler au trésor public? Bon, il faut dire d'abord qu'un procès, quand il commence, je prendrai par exemple le procès des 100 jours, il n'est pas encore fini ce procès. Il y a des parties qui sont allées en appel. Donc il faut que le procès finisse pour qu'on passe à l'exécution des peines auxquelles les personnes mises en cause ont été condamnées. Et tant que le procès n'est pas encore fini, il est difficile qu'on puisse passer à l'exécution. Mais ce qui est vrai, c'est que si la détermination actuelle du président de la République, de la justice continue, il est possible qu'un jour, qu'on arrive à récupérer les biens qui ont été pris indûment par les personnes condamnées dans le procès de corruption ou de détournement des deniers publics.
Une petite parenthèse, ce n'était pas en tout cas planifié, mais pourquoi les procès en question, on appelle des Caméreva, des reports en report? Bon, d'abord, je dois vous dire que personnellement, c'est un procès que je ne suis pas. Ok. Et donc, je ne suis pas à mesure de vous dire quels sont les problèmes liés à la procédure qui se pose dans ce procès. Maître Jean-Claude Katende, nous continuons avec vous. Parlons cette fois du bureau définitif du Sénat. Modeste Bahati Lukwebo prend la tête. Mais ce qui préoccupe la vie d'un millier de Congolais, c'est de voir Madame Carole Aguito, ancienne DG de la SONAS, faire partie de ces bureaux définitifs. Maître, vous êtes parmi ceux qui ont toujours protesté la médiocrité, ceux qui veulent les changements. Est-ce que sa présence, en quoi ça va contribuer au développement du pays au regard de sa gestion, par exemple, à la SONAS? D'abord, il faut dire que le président de la République a décrété une nouvelle période où il donne la possibilité à ceux qui ont mal géré de se ressaisir. Donc c'est un nouvel environnement qui se met en place. Parce que le même reproche qu'on fait à Madame Carole, on le ferait aussi à beaucoup d'autres parmi les animateurs des institutions aujourd'hui. Je pense personnellement qu'il faut qu'on lui donne la chance, parce que nous sommes dans un système, nous voulons un système démocratique. Des fois, le système démocratique n'est toujours pas compatible avec nos propres sentiments, nos propres souhaits. Elle a été élue. Ce qu'il faut mettre en cause, je ne pense pas que ce soit Madame Carole, mais il faut mettre en cause les sénateurs qui l'ont élue à ce poste. Ce sont ces sénateurs, ces électeurs-là qu'il faut mettre en cause. Parce qu'ils connaissent tous le passé de cette sénatrice, mais pourquoi on l'a élue? Maintenant, pour notre part, qu'est-ce qui s'est passé au sein du Sénat? Ça, nous ne savons pas. Pour notre part, nous attendons voir comment elle va travailler dans cet environnement qui est tout à fait nouveau. Nous, que ce soit pour lui, que ce soit pour l'actuel président du Sénat, M. Modeste Bahati, nous attendons des attitudes responsables, une gestion responsable et transparente, parce que le Sénat a été géré, surtout sur des questions financières, dans une opacité totale, et donc nous voulons que ça change. Pas dans l'intérêt des sénateurs, mais dans l'intérêt des Congolais. Parce que de toutes les façons, l'argent qui est affecté au fonctionnement et aux émoluments des sénateurs, c'est de l'argent qui vient du contribuable congolais. Nous allons surveiller cette institution pour voir si la page de M. Tambo Mwamba est totalement tournée ou pas. Donc nous restons attentifs. En dépit de déclarations du peuple congolais, il y a même certains sénateurs que je vais citer ici, Denis Kambaye, qui insistent et qui demandent à ce que le Sénat soit supprimé. C'est quoi son rôle et en quoi le Sénat peut participer directement, je ne sais pas moi, au développement, par exemple, économique, socio-culturel du peuple congolais? Ce qui est vrai, c'est que c'est nous-mêmes, le peuple congolais, qui avions, n'est-ce pas, lors du référendum, décidé que nous ayons le Sénat parmi les institutions qui peuvent consolider la démocratie. Mais quand on regarde le travail produit par le Sénat depuis sa mise en place à ce jour, surtout dans un pays où les revenus de l'État ne sont pas importants, nous considérons tout simplement, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui est faite, que le Sénat ne sert absolument à rien dans le contexte actuel. Surtout quand nous savons que sur la question, n'est-ce pas, de l'examen de loi, quelle que soit l'option qui peut être prise par le Sénat, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Mais en ce qui concerne l'Assemblée nationale, est-ce que nous avons aujourd'hui besoin d'une Assemblée nationale avec 500 députés nationaux? Je dis non. Parce que c'est en fait une charge très importante pour l'État. Si je suis d'accord qu'on supprime le Sénat, mais je suis aussi d'accord qu'on réduise le nombre de députés en République démocratique du Congo,
qu'on arrive, par exemple, à 250 députés ou 300. Cela conviendrait au pays parce que, quoi qu'on dise, l'Assemblée nationale a contribué par faire pression pour que ces options soient prises. C'est nous, le peuple, qui devons nous lever pour dire qu'on supprime le Sénat et qu'on réduise le nombre des députés. Non seulement réduire le nombre des députés, mais aussi réduire les émoluments des députés pour que ceux qui s'engagent au niveau de la députation nationale soient vraiment des gens qui ne vont pas chercher l'argent, mais des hommes et des femmes qui ont à cœur de travailler pour notre pays. Parce que nous sommes rendus en fin de compte que beaucoup, quand ils vont à l'Assemblée nationale, c'est pour se faire un peu d'argent. Comme il y a la crise partout dans les autres institutions, ils peuvent se donner de l'argent, même sans travailler, même sans parler, parce qu'il y a des députés qui passent toute une législature sans prendre la parole même une seule fois. Mais il a cette garantie qu'à la fin de chaque mois, il touchera ses émoluments, et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Allons du côté du gouvernement. Quelle chance vous donnez à l'Union sacrée au regard de tout ce qui s'est passé actuellement au pays? Pas beaucoup de chance. Pourquoi? Pas beaucoup de chance parce que, connaissant les politiciens congolais, ils sont plus intéressés par le pouvoir que par le Congo. Beaucoup sont allés à l'Union sacrée parce qu'ils ont voulu se positionner par rapport au président Félix et non pas par rapport au Congo. Et je vous dis que si par tout hasard, le FCC reprenait les pouvoirs, les mêmes personnalités vont quitter l'Union sacrée pour rentrer au FCC. Et ça, c'est un danger pour notre pays. C'est un danger pour notre pays. Donc les gens veulent toujours les honneurs, veulent toujours l'argent. Et ils changent de position comme ils veulent. Et parce que ce sont les mêmes qui ont échoué avec les FCC, qui sont allés à l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans 2 ans? Rien du tout. Donc c'est pour ça que je dis, moi je leur donne peu de chance en tant que citoyens, mais c'est à eux de nous démontrer que la confiance leur faite par le président de la République, ils la méritent. Les faits que le gouvernement tarde à venir, nous avons vu le président de la République passer aux consultations, il a nommé l'informateur qui a lui aussi consulté. Le Premier ministre vient à nouveau consulter. Est-ce que ça ne démontre pas aux yeux du monde, jusque-là, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas une force ou une ligne de conduite à suivre au sein de l'Union sacrée, ce qui fait à ce que le jour soit toujours repoussé pour la formation du gouvernement? Non, il faut dire d'abord que l'informateur a été nommé, il lui fallait 60 jours. C'est-à-dire première phase 30 jours, deuxième phase 30 jours encore. Mais il a fini son travail dans 20 jours. Donc il a respecté par rapport au moment de sa nomination les délais prescrits par la loi. Et on doit en être satisfait parce qu'il n'est pas allé au-delà. Il a fait un travail appréciable dans 20 jours et il a rendu son rapport au président de la République. Et le président de la République n'a pas tardé pour nommer le Premier ministre. Ce qui s'est fait aussi, si nous comparons à ce qui s'est passé sous le président Kabila, à ce qui se passe maintenant, il y a quand même une différence qu'il faut noter. Maintenant, en ce qui concerne les consultations organisées par le Premier ministre, j'estime personnellement qu'il n'en avait pas besoin. Qu'il n'en avait pas besoin parce que la Constitution est claire en ce qui concerne la composition du gouvernement. Voyez-vous, il devait tout simplement consulter les partis ou les regroupements majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale pour leur demander de lui recommander des personnes selon des critères bien déterminés. Mais je ne sais pas, c'est son choix, mais je pense que le choix d'avoir fait les consultations, pour moi, ce n'était pas un bon choix, parce qu'il pouvait nommer son gouvernement sans faire ces consultations. Maintenant, est-ce que le gouvernement tarde? Je dis non, le gouvernement ne tarde pas, parce que même s'il avait déjà nommé le gouvernement ne pouvait se mettre au travail qu'à
qu'après avoir présenté son programme à l'Assemblée nationale. Et nous savons tous que aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la session du mois de mars ne commence que le 15 prochain. Donc, ils ont encore le temps. Ils peuvent, à cette session, présenter le gouvernement. Et sans oublier que le gouvernement doit travailler sur le programme à présenter à l'Assemblée nationale. Les programmes à présenter à l'Assemblée nationale, répartition des postes ministériels au sein de ces gouvernements. Steve Mbika, il notifie déjà Modeste Bahati-Lukwebo en tant qu'autorité morale de la FDC pour lui dire que son parti travailliste a besoin au moins 2 postes ministériels. Maître Jean-Claude Katende, est-ce que ces genres de personnalités doivent encore être reconduits au sein de ces gouvernements ou comme ça, Mamadou Condé a été une surprise, on peut toujours prendre des gens compétents dans la foulée et en faire des ministres? Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est que le Premier ministre détermine le profil des personnes dont il a besoin. Et c'est ce profil qui va nous montrer si le Premier ministre veut changer les choses ou pas. Et je suis convaincu aussi que si le Premier ministre fait ce profil, je crois que beaucoup ne se retrouveront pas dans ce profil-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé que pour chaque poste ministériel, qu'on présente au moins trois personnes pour permettre au Premier ministre d'opérer les choix. Je dois vous dire que j'ai lu le courrier de M. Steve Mbika, que j'ai beaucoup regretté, parce que je ne vois pas pourquoi ils devaient écrire cette lettre-là au président de leur plateforme et en même temps solliciter de le rencontrer. Il aurait pu le rencontrer, échanger avec lui, que d'écrire comme il a fait. Parce que là, il a présenté M. Bahati comme quelqu'un qui voudrait discriminer le parti travailliste. Moi, je le dis, si M. Bahati fait pareille chose, je ne vais que le regretter. Parce qu'il a toujours insisté sur le poids politique. N'est-ce pas? Sur le poids politique. S'il a eu des problèmes avec M. Kabila, c'est parce que le poids politique de l'AFDC n'était pas pris en compte. Alors, la même discrimination dont il a été victime, ce ne sera pas bien qu'il applique à d'autres. Si, selon le poids politique, dans leur regroupement, le parti de M. Steve Mbika mérite d'avoir 2 ministres, qu'on les lui donne. Je pense que ce n'est que justice. Donc, pour moi, j'estime personnellement qu'il faut que les acteurs politiques restent juste sur toute la ligne. Et en ce qui concerne les formats, nous allons nager dans des cinquantaines, soixantaines, comme c'était les cas? Non, je pense que 35 ministres suffisent. 35 ministres suffisent. Il faut chercher à satisfaire les maximums. Non, je pense qu'on peut donner à un parti 3 ministres, on peut donner un ministre. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'argent à consacrer encore à payer les ministres. Les ministres, si on a un gouvernement de 35 ministres, c'est suffisant. Les 35 ministres avec vice-ministre, bien sûr, c'est suffisant parce qu'il faut qu'on dégage l'argent pour le peuple. Il faut qu'on dégage l'argent pour le peuple. Et moi, je vois très mal que tous ceux qui vont au pouvoir, leur préoccupation, c'est s'enrichir. Hein? S'enrichir, c'est trouver des belles maisons, c'est trouver des belles jeeps, c'est trouver des bons salaires. J'estime qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'au lieu non seulement de courir derrière les titres, ils doivent par contre courir derrière les actions à poser pour qu'on voie qu'au sein de la population, grâce à tel gouvernement, les choses ont pu changer de manière progressive. Mais malheureusement, il y a eu des ministres sous la coalition Cash-FCC qui se sont enrichis, qui ont détourné de l'argent et le peuple a été tout simplement abandonné, oublié. Et ça, je pense que nous devons le refuser. Avant de chuter, Maître Jean-Claude Katende, vous avez parlé ici, vous avez dit que tout est prioritaire dans un pays comme le nôtre. Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour les prochains gouvernements? Pour les prochains gouvernements, les priorités, c'est d'abord l'Est du Congo. Il faut la paix. Si ce qui se passe à l'Est continue, il sera difficile que l'Ouest
puisse se développer. Parce que tout l'argent va être orienté vers la guerre. Donc, restaurer la sécurité et la paix à l'Est, ça c'est la priorité des priorités. En dehors de cette priorité, il faut considérer que la réduction du train de vie des institutions, c'est aussi une priorité. Il faut qu'on réduise les trains de vie des institutions. Et pour moi, la troisième priorité, c'est la lutte contre la corruption. L'État ne peut pas avoir des moyens si les gens continuent à voler, à détourner les biens de l'État sans être sanctionnés, sans être punis. Et la dernière des priorités, c'est les réformes électorales. Il faut absolument qu'en 2023, que les élections puissent avoir lieu. Et pour ça, on a besoin de l'argent. Dernière question, vous avez un message à faire passer au président de la République qui avait promis de mettre sur pied une commission qui allait travailler pour la situation à Minembwe. Jusqu'à je ne sais pas, vous êtes du droit, vous êtes d'une ONG, est-ce qu'il y a déjà cette commission qui travaille? Vous savez, je m'adresse régulièrement au président de la République et au gouvernant. Et la question de Minembwe, c'est une question très préoccupante pour moi, parce que j'ai toujours considéré cette question comme étant une épine dans le pied de la République démocratique du Congo. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi, vous avez promis au peuple congolais de pouvoir mettre une commission qui va examiner la situation de Minembwe et trouver des propositions à faire. Il est clair que si on tient un singe par sa queue, un homme, on le tient par ses paroles. Et nous pensons que réaliser vos promesses, c'est une chose qui démontrera de plus votre engagement pour les Congos et pour les Congolais. Merci. Merci, Maître Jean-Claude Katebe. Je rappelle que vous êtes président de l'Azado. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Merci à Rigen Amouri qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette tranche d'information. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette publication pour soutenir Chancela, Tchala News. Madame, Messieurs, retrouvez-moi dans un tout prochain numéro. À très bientôt.